Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter le troisième témoignage du livre de Patricia Daré, Il y a quelqu'un dans la maison, paru chez Michel Lafon. Enfin moi, c'est l'édition France Loisirs que j'ai, mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc, l'histoire que je vais vous raconter est celle des hantises que l'on peut subir, sans trop s'en apercevoir d'ailleurs, et qui parfois comble un vide qui finit par prendre trop de place pour devenir une emprise. J'en reparlerai en toute fin de vidéo parce que ce qui nous intéresse tout de suite, c'est l'histoire. Alors, je ne vais pas vous faire attendre davantage, je lance le générique et on y va. Et en fait, Patricia, avant que j'oublie, je t'ai pas dit, j'ai mon amie Adèle qui habite à côté de Montluçon. Elle vit avec un fantôme. Ah oui? Oui, elle vit pas mal de choses étranges. Ça serait bien qu'on y aille ensemble un de ces jours, histoire que tu la rencontres. Ouais. Tu veux bien? Oui, certainement. Après cette conversation entre Patricia et son amie Annie, les semaines passent. Patricia a d'ailleurs complètement oublié avoir accepté d'aller voir Adèle, l'amie d'Annie qui habiterait avec des fantômes. Jusqu'au jour où le téléphone sonne. Allô, Patricia? Oui, Annie. Tu es toujours ok pour aller voir mon amie Adèle? Oh, tu es sûr que c'est nécessaire que je me déplace jusque là-bas? Oui, tu vas voir, je crois que tu travailles pas demain. Je viens le chercher en fin de matinée, ça te va? 10-11 heures. Bon, écoute, Annie, d'accord. Le lendemain, c'est sous le soleil que deux amis se rendent jusque chez Adèle. Midi étant déjà bien entamé, elles décident de s'arrêter pour manger ensemble. Annie remarque bien que quelque chose ne va pas. Patricia n'est pas très enthousiaste. Elle ne semble pas vraiment emballée par cette histoire. Ça va, Patricia? Tu sembles pas très heureuse qu'on aille chez mon ami? Oh, c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, des gens qui me disent vivre avec des fantômes, j'en entends tous les jours. Non, mais là, c'est pas ça, hein, je t'assure. Hein. Adèle, elle s'est rien inventé. Hein. Elle en parle d'ailleurs à quasiment personne. Et j'ai dû insister pour qu'elle accepte qu'on aille la voir ensemble. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Il y a une passionnante histoire autour de ça, tu verras, ça va te plaire. D'accord. T'as fini, on y va? Voilà qu'en début d'après-midi, la voiture des deux amis, Annie et Patricia, entre sur la propriété d'Adèle. Elles suivent une petite allée qui les conduit jusqu'à la maison qui ressemble d'ailleurs davantage à un petit manoir victorien qu'une maison de campagne. Elles se garent, descendent, puis sonnent à la porte de cette grande maison. Personne ne vient répondre. Patricia commence à se demander si elle n'a pas fait toute sa route pour rien. Mais, alors qu'elle commence à s'impatienter, la porte s'entrouvre et laisse passer le visage d'une dame coquette d'un certain âge et au très fin. Patricia se dit aussitôt « Tiens, Miss Marple !» Entrez, je suis contente de vous voir. Oh, vous savez, Annie m'a beaucoup parlé de vous. Adèle les emmène au travers de sa maison d'un style 20e siècle, complètement démodé, mais si charmant. Vieux tableaux par dizaines, boiseries vernies, la maison correspond très bien avec sa propriétaire. Adèle finit par les faire entrer dans un petit salon qui garde lui aussi son style d'époque. Cette pièce est calme, reposante, et on y verrait bien Sherlock Holmes s'y asseoir avec elle pour compléter le tableau. Avec quelques compliments de Patricia au sujet de la maison, Adèle lui explique qu'elle est dans sa belle famille depuis 1852, que ça fait maintenant 60 ans qu'elle y vit, mais seule depuis la mort de son mari. Puis elle ajoute qu'elle ne pourra jamais la quitter. Trop de souvenirs? Non, trop de connaissances. Je n'ai encore rien dit à Patricia. Je préfère que ce soit toi. Vous avez le temps? C'est une drôle d'histoire, vous savez. J'ai tout mon temps. Adèle explique alors l'histoire de la maison, et quelque part, un peu la sienne aussi. La maison a été construite par l'arrière-arrière-grand-père de son mari, en 1852, et est donc restée dans la famille depuis, se transmettant de génération en génération. Sa belle-mère, adepte de spiritisme, a régulièrement fait des séances dans la maison, ce qui a fini par créer quelques troubles, et surtout fort déplu à son mari, qui a vite fait appel à un prêtre pour qu'il renvoie chez eux tous ces esprits malfaisants qui foutaient le bazar dans la maison.
Elle y est entrée pour y habiter un peu après ses 20 ans et pour y vivre avec son mari ainsi que ses beaux-parents. Elle y avait vécu des moments heureux, d'autant plus que ses parents n'habitaient pas très loin. Mais avec le temps, ils sont tous morts, les uns après les autres, la laissant toute seule dans cette grande maison. Et c'est là que les choses ont commencé. Mais attention, elle ne se sent pas seule, c'est important de le dire. Elle lit, elle écrit, elle invite aussi encore un peu de monde chez elle pour des parties de bridge. Non, 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 non. Il ne faut pas que vous croyiez que la solitude lui fait perdre la tête. Elle insiste bien là-dessus. Pour revenir au fait, c'était il y a environ 20 ans, soit 6 mois après la mort de son mari, que les choses commencent à se mettre en place. Des choses se passent. Alors qu'elle regarde la télé dans un autre des salons de la maison, Adèle entend marcher dans le couloir. Elle part voir si c'est pas sa femme de ménage, Madame Robin, qui aurait oublié quelque chose et serait revenue dans la maison. Mais rien. Il n'y a personne dans le couloir. Bon, étrange, hein, mais ça arrive. Un quart d'heure plus tard, c'est à l'étage que quelqu'un marche. Elle en est sûre et certaine, ça vient sa chambre. Elle s'empare d'une canne et monte à pas feutrés, prête à abattre son bâton sur la tête du premier qui l'attaque. Mais encore une fois, il n'y a personne. C'est 3 jours plus tard que les phénomènes recommencent. Alors qu'elle est en train de lire, son regard est attiré vers la porte. C'est alors qu'elle voit une silhouette passer. Patricia se dit aussitôt qu'on va encore lui sortir le coup de la grande ombre noire qu'elle appelle le grand moine. Mais pas du tout. Ce qu'a vu Adèle est petit et bleu. À cette occasion, elle se lève en vitesse pour aller voir dans le couloir. Mais une fois sur place, toujours rien. A-t-elle peur ? Oui, en effet. Mais pas tant à cause du fantôme, ça, elle y croit depuis longtemps. Non, plutôt par sa nature. Qui est-il ? Est-il mauvais ? Les phénomènes ont ensuite continué. Bruit de pas, courant d'air sans origine, porte qui claque, seule, sans aucune porte ou fenêtre ouverte, pour faire un courant d'air. Même la femme de ménage, qui en était parfois témoin, n'en menait pas large et venait dans cette maison avec des sabots de plomb. C'est en février, soit 6 mois plus tard, que les petits phénomènes changèrent de forme. Une nuit, alors qu'Adèle dort paisiblement, et entre nous avec quelques légers somnifères, elle se réveille brusquement. C'est le froid qui la réveille. Mais un tel froid, c'est étonnant. La chaudière est en panne ? Non. Adèle se redresse alors sur son lit et se retrouve face à une femme au bout de celui-ci. Elle semble réelle, mais très pâle, avec de grands yeux, des lèvres fines et un joli chignon. Elle a cette robe bleue, bleue avec un plastron et des manches en dentelle blanche. Cette femme ne fait pas peur à Adèle, en fait, elle lui paraît familière. Notre octogénaire reste pendant bien 10 minutes face à cette femme, ou plutôt ce fantôme, avant que celui-ci fasse demi-tour et disparaisse dans le mur. L'apparition de la femme continue. Elle réapparaît encore et encore à Adèle, jusqu'au jour où une chose change. Le fantôme a désormais un collier autour du cou. Un joli collier, fait d'or et de pierres bleues. Les choses continuent ainsi jusqu'au jour où Adèle se sent mal. Elle et sa femme de ménage sont en train de nettoyer l'argenterie quand tout d'un coup, Adèle a comme un engourdissement. Enfin, c'est indéfinissable. C'est pour elle comme une force qui l'aurait traversée. Aidée par Madame Robin, sa femme de ménage, elle part s'asseoir dans un fauteuil où son bras commence à se raidir de plus en plus. Ça part désormais jusqu'aux extrémités de ses doigts, qui lui donnent une envie irrépressible d'écrire. Vite, un stylo, une feuille, il faut qu'elle écrive. Sa main forme des boucles, des gribouillages en tout genre, jusqu'à ce que les lettres I, S, M, E, R, I, E soient écrites noir sur blanc. Isméry, un prénom. En écrivant ce vieux prénom, Adèle en est persuadée. Elle est désormais en communication avec le fantôme de sa maison. La communication se fait plus régulière et plus fluide. Adèle a désormais sa correspondante de l'outre-monde. Patricia interrompt instinctivement la vieille femme et lui demande si elle est consciente qu'il peut y avoir manipulation avec l'écriture automatique, que ce n'est peut-être pas cette Isméry qui est en contact avec elle. Évidemment, je suis pas une tête de linotte, je sais très bien ce que je fais.
Je m'en doute bien, mais vous savez, ce genre de choses peut déboucher sur une emprise psychologique qui peut... Je ne suis pas folle. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est Annie qui sauve la conversation en demandant de continuer l'histoire, et plus précisément qui est cette Ismérie. Adèle se radoucit alors et reprend ses explications. Elle explique qu'il s'agit de la sœur de l'arrière-grand-père de son mari, qu'elle avait vécu dans la maison et y était morte d'une anorexie mentale à l'âge de 24 ans. Elle l'a d'ailleurs retrouvée dans les archives familiales, c'est attesté. Mais il y a une chose curieuse, jamais son prénom n'était cité. Et grâce à l'écriture automatique, Adèle a finalement ce qui peut être la réponse à pourquoi le fantôme est-il encore là. Puisqu'un jour elle a pris de sa main, ou de cette dysmérie, on dit quoi dans ce genre de situation? Enfin bref, elle a appris qu'elle avait été victime d'inceste de la part de son père, ce qui peut désormais expliquer l'état qui l'a amené à mourir prématurément en 1858. Elle a aussi compris pourquoi elle a attendu tant de temps avant de se manifester. Elle attendait simplement qu'il n'y ait plus d'homme dans la maison. Il devait probablement lui faire peur. Seule avec Adèle, elle pouvait enfin sortir de sa chambre, celle où elle se cachait depuis tout ce temps, et enfin se faire entendre et finalement être prise d'affection par Adèle. Depuis que son histoire et son message étaient passés, Adèle avait moins souvent les visites d'Ismérie, mais elle était pourtant toujours bien là. Elle s'en amusait même puisqu'entre-temps, elle avait retrouvé au fond d'un vieux placard le fameux collier fait d'or et de pierres bleues, offert par sa grand-mère à Ismérie, puis désormais du fantôme d'Ismérie à Adèle. C'est une affaire de femme, comme elle le précise elle-même, et que parfois elle croisait le spectre d'Ismérie portant le collier alors qu'elle le portait, elle en vrai, au même instant. Patricia, qui entend cette histoire, se dit que tout de même, il y a un problème, et demande à Adèle. Ça ne vous dérange pas qu'elle soit toujours ici? Enfin, je veux dire, elle devrait passer à autre chose maintenant, vous ne souhaitez pas l'aider? Oh, mais elle m'a rien demandé, je pense qu'elle est heureuse ici, et puis, je ne sais pas faire ça. Moi si, je pourrais vous aider si vous le souhaitez. Vous pourriez venir un week-end ici, je suis excellente cuisinière. D'accord, on se revoit bientôt. En repartant, Annie, qui croit dur comme fer à cette histoire, ne peut pas s'empêcher de demander à Patricia si elle aussi est convaincue par le récit d'Adèle. Mais, bof. Elle se demande surtout si cette vieille femme ne s'invente pas des histoires pour combler un vide affectif. C'est 3 semaines plus tard que Patricia y retourne, mais seule cette fois-ci. Toujours très bien accueillie par Adèle, Patricia passe une agréable soirée à discuter de choses et d'autres avant d'aller se coucher. Sa nuit est très calme et le lendemain matin, c'est un peu déçu qu'Adèle apprend que rien ne s'est passé. Elle aimerait tellement qu'elle se montre à Patricia, qu'elle lui prouve son existence et au passage qu'elle n'est pas folle. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. La nuit suivante, Patricia est réveillée vers 1h30 du matin. Au pied de son lit se trouve une silhouette féminine portant une robe et ayant les cheveux tirés. C'est très furtif, même trop. Patricia n'est pas sûre d'elle. Mais qu'a-t-elle vu au juste? Au matin, alors que Patricia s'apprête à descendre, elle remarque Adèle qui l'attend en bas des escaliers. Elle est passée cette nuit, vous l'avez vue? Oui, enfin non. Oui ou non? Oui, Adèle, j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas si c'était elle. Bah voyons. Qui voulez-vous que ce soit? Et vous, que voudriez-vous que ce soit? Où voulez-vous en venir? La volonté peut parfois faire apparaître des choses que l'on souhaite voir. Alors comment expliquez-vous qu'elle m'ait donné tant de détails que j'ai ensuite pu vérifier? Et le collier? Je vous retourne la question. Pourquoi avez-vous été fouillé dans cette vieille armoire? Pourquoi paraissez-vous si fusionnel avec Ismérie? À quel point influence-t-elle votre vie pour aller plus loin? Peu importe d'où vient ce fantôme. Vous semblez avoir passé le stade de la hantise pour celui de l'emprise. C'est aussi dangereux que néfaste. Vous repartez quand? Adèle est soudainement plus qu'agacée et repart dans sa cuisine. Patricia la suit et insiste. Elle lui explique qu'il faut se séparer d'elle, que sans s'en rendre compte, elle se renferme sur elle-même, juste pour satisfaire le besoin de solitude d'Ismérie, que ce fantôme a besoin de passer à autre chose, et qu'entretenir cette relation la garde ici. C'est mauvais pour toutes les deux. Étrangement, Adèle ne se rebiffe pas ce coup-ci,
et semble même accepter ce que lui dit Patricia. Elle semble surtout perdue. Comment procéder? Comment la délivrer? Patricia lui explique alors qu'elle doit prier pour Isméry, que les prières sont puissantes pour les croyants et qu'il faut surtout vouloir son départ vers la paix. Plus les deux femmes parlent et plus Adèle s'ouvre et consent à aider son ami Isméry à partir. Elles restent ainsi toutes les deux à discuter pendant toute la journée. Pourquoi certains restent? D'autres partent? Ce vide qu'elle ressentira quand elle se retrouvera à nouveau seule? Finalement, Adèle n'a pas qu'une histoire à raconter et à prouver. Elle a désormais à la terminer. Patricia quitte la maison avec le sentiment que le travail de libération a commencé. Peut-être même avec le consentement d'Isméry. Qui sait? C'est quelques mois plus tard que Patricia reçoit chez elle une lettre en provenance d'Adèle. Cher ami, la vie nous enseigne sans cesse ce que nous croyons avoir compris. Cette histoire m'a enseigné que même lorsque nous pensons être bons et altruistes, nous agissons sans doute par peur et par égoïsme. Je veux vous raconter la dernière visite d'Isméry. Je l'ai vue le soir où vous êtes parti. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Elle était là, assise au bord de mon lit, dans sa robe bleue, mais sans collier. Elle me regardait et pour la première fois, je l'ai vue sourire. Je me suis sentie si bien, si légère. J'ai compris qu'elle me remerciait. Alors je veux vous remercier à mon tour. C'est une histoire de fou, comme dirait Madame Robin, mais c'est une magnifique histoire dont je sors fier et libéré. Pour combler le vide laissé par Isméry, j'ai repris une vie plus sociale, entre parties de bridge, club de lecture et réunions entre amis. Bien sûr, Isméry reste mon secret, mais si vous voulez en parler, faites-le. Vous trouverez sans doute les mots justes pour dire que même lorsque nous croyons être seuls et abandonnés, il y a toujours quelqu'un qui nous prend la main. Au fait, j'ai rêvé de mon mari pour la première fois. Un très beau rêve. Je vous embrasse, Adèle. Voilà, c'est ainsi que cette histoire se termine, et finalement, plutôt bien. En début de vidéo, j'avais commencé à vous parler de l'emprise, qui peut être exercée sur certains et le plus souvent à leur insu. Dans ce cas-ci, l'emprise d'Isméry isole Adèle de deux façons. Soit Adèle va faire de façon consciente et protectrice ce qui plaît à son fantôme, soit c'est Isméry qui peut éventuellement inciter psychiquement Adèle à agir ainsi. Dans les deux cas, c'est néfaste. Mais là où ça devient dangereux, c'est lorsque le fantôme, cet esprit, appelez-le comme vous voulez, ne souhaite pas simplement se cacher, mais agir à votre place. Là, nous approchons de ce que beaucoup appellent la possession. C'est grosso modo la même chose, mais dans un but et des proportions différentes. Ce n'est pas non plus l'image d'un fantôme qui prend littéralement possession d'un corps, bien que là encore, on a pu voir dans cette histoire que le bras d'Adèle se raidit contre sa volonté, et que même sa volonté est amenée à quasiment l'obliger à écrire. Mais pour revenir au cas de possession, cela peut tout simplement vous inciter à vous isoler. Comme pour Adèle, à vous laisser aller dans la dépression, dans l'alcool, la drogue, toutes ces choses qui aideront à mieux vous influencer. On a aussi vu, dans d'autres histoires de Patricia Daré, que j'ai pu vous raconter, que certains esprits sont mauvais et peuvent vouloir perpétuer leurs crimes, dont ils sont finalement eux aussi victimes. Mais c'est une autre histoire. Ils peuvent très bien tenter de vous faire plonger avec eux. En fait, ce que je veux vous dire et où je veux en venir, c'est un message un petit peu personnel que j'essaie de vous faire passer comme ça entre les lignes. C'est de ne pas vous laisser aller, essayez d'être conscient de ce qui se passe, ne vous laissez pas enfermer, cherchez de l'aide si vous en avez besoin,